Une vie au pays. Sabias, mon país, a mim l'unic frontiero, e l'ouvert s'expandir, une folie poupée. Une vie au pays, c'est la mémoire des habitants du pays de l'Albigeois et des Bastides et la découverte de son patrimoine. Une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides. Se trapo pescane di Lusan de l'Aspero, di Luca o del Ragé, di la Mar de l'Albiera. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et le passé du petit village de Millard est au cœur de vos recherches historiques. Alors aujourd'hui, vous êtes venu évoquer les activités économiques dans le passé de cette région du nord-ouest du Tarn, dans le pays de l'Albigeois et des Bastides. Millard et sa région ont connu une activité viticole importante jusqu'à pratiquement la fin du XXe siècle, mais est-ce que l'on sait depuis quand cette activité existait ? Alors les relevés de propriété depuis 1600 sur Millard témoignent d'une importante activité viticole constituée par des vins blancs et rouges de table qui ne se conservaient pas. Cette activité s'est perpétuée jusqu'en 1980, procurant de bonnes sources de revenus aux viticulteurs millarçais. Et quels étaient les cépages qui étaient cultivés ? Alors Millard était un terroir de vignes dont les cépages principaux étaient le Négré pour le rouge et le Mauzac pour le blanc, largement cultivés depuis le XVIe siècle. Viendront ensuite les Cabernets, les Sémillons et les Muscadelles. Et quels sont les documents que vous avez trouvés qui en attestent ? Alors dès 1685, un inventaire des biens du seigneur de Millard fait état de vignes au lieu-dit Le Parc. En 1767, un inventaire des biens ruraux du château recense les vignes dans les lieux-dits de Revelouse, du Parc et le long du chemin de Tonac. Le château possédait une grande cave voûtée appelée Tinal, où l'on stockait les barriques et le matériel viticole. Alors nous sommes dans le nord-ouest du Tarn, mais comment a été identifié ce terroir au XVIIIe siècle ? Ce terroir était identifié dans le vignoble de Gaillac comme appartenant au Haut-Coteau. 300 hectares sont recensés en 1862. Et vous avez retrouvé des témoignages disant comment ils étaient jugés, ces vins de Gaillac en général ? Alors en 1776, on a le témoignage de M. de Gensan dans le cadre d'un inventaire minéralogique de la province de Languedoc. Ensuite, on a le Lorrain Henri de Richepré qui parcourut la région de Saint-Antonin en 1781 et font état de la qualité du vin et plus particulièrement pour en faire de l'eau-de-vie. Ensuite, on a Fernand Fry dans un article sur le vin au milieu du XIXe siècle qui évoque la production dans le Gaillacois de vins de second ordre à Lagrave, Técou, Millard, Florentin, Rabastens. Ces vins étaient de même nature que ceux produits dans toute la région de Gaillac et étaient légers, délicats, moelleux, parfumés, peu chargés de tartre, spiritueux et foncés. Au XIXe siècle, quelle était l'importance de la culture de la vigne autour de Millard ? Alors en 1830, la vigne est la seule culture commerciale et recouvre 70% des terres labourables. Tous les coteaux sont alors recouverts de vignes dans un triangle des communes constitué par les communes d'Uriol, Marnave et Montrosier. Les débouchés sur les localités du Ségala, l'Aveyron et l'Auvergne. En 1866, on a le docteur Guyot dans son rapport au ministre de l'Agriculture qui écrit « Entré dans le Tarn par l'Aguépie, sur le versant sud des montagnes jurassiques qui bordent l'Aveyron, les coteaux possèdent des petites vignes plutôt en désordre qu'en ligne, avec et sans échalas, et qui donnent un vin de consommation directe et immédiate très agréable. » Alors ce vin très agréable, qui était certainement connu, apprécié dans les autres régions de France ? Alors, le 25 juin 1876, on a trouvé une pétition pour l'ouverture d'un bureau postal qui fait état de l'activité viticole et qui génère de nombreuses correspondances de par l'expédition de vin à Paris et dans d'autres villes de France et même à l'étranger. Cette expédition, les expéditions se faisaient en gare de l'Exos
Et je rappelle que le train est arrivé à Lexos en 1858 et a permis une première liaison ferrée avec Paris et le centre de la France. Par contre, je n'ai pas trouvé d'expédition de vin vers Toulouse. Et on va peut-être rappeler que Lexos est une commune qui est proche de Millars. Lexos, c'est la commune riveraine, puisque Lexos est sur la rive droite de l'Aveyron, alors que Millars est sur sa rive gauche. Alors nous sommes au XIXe siècle et sévit en France la crise du phylloxéra qui a été très grave dans tout le Languedoc. Est-ce que le vignoble de Millars et de sa région a aussi été touché par cette crise? Tout à fait, le vignoble est touché en 1879 par la pénétration du phylloxéra en juin 1879 par Amarins, par le plateau cordé. Alors donc, une fois cette crise terminée, le vignoble est reconstitué dès le début du XXe siècle, mais que devienne cette production de vin sur la commune et que devient aussi le commerce de ce vin? En 1910, le vignoble est presque reconstitué et Millars a même un courtier qui achète la récolte locale au meilleur prix. Millars, à l'écart du vignoble gaillacois, est resté exportateur de vin rouge ou rosé vers le Cantal et l'Auvergne. Deux marchands de vin de Saint-Flour et d'Aurillac achètent les 3/4 de la production de la commune. La qualité des vins, une réputation vieille de plusieurs siècles, la situation sur une grande route et sur une voie ferrée ont assuré la persistance de ce commerce jusque vers 1940. Et est-ce que l'arrivée du chemin de fer dans la région a permis aussi le développement de ce commerce du vin? Pour mémoire, le bar associatif La Croix d'Alric, au cœur du village, occupe aujourd'hui une ancienne cave qui a connu une grande activité dans la première partie du XXe siècle. Son propriétaire, expédié sur Paris à partir de la gare de Lexos, bénéficiait d'un très bon équipement de vinification. C'était l'époque où le parc et tous les coteaux entourant Millars étaient recouverts de vignes. Et est-ce qu'on a conservé des documents qui attestent de cette activité florissante? Quelques photos et la mémoire des anciens du village peuvent en témoigner. La salle d'exposition du Tinal dans le vieux village présente les anciens matériels de viticulture. Alors aujourd'hui, à Millars, cette activité a complètement disparu. Et pour quelle raison? Cette activité a totalement disparu à l'aube de l'an 2000 et les viticulteurs locaux n'ont pas su ou voulu s'intégrer au territoire d'appellation AOC du Gaillacois dans les années 1970, territoire qui s'est arrêté à Vendrac-Corde. Un début d'explication peut être avancé en disant que les agriculteurs ont choisi d'aller travailler à l'usine de ciment de Lexos et d'exploiter leurs vignes pour leur consommation personnelle. Pause. Alors Jean-Paul Marion, cette activité de la vigne était très florissante, mais au XVIIe siècle, il existait aussi une autre activité qui était florissante dans la région, laquelle? Alors au XVIIe siècle, existait une autre activité qui était celle de la meunerie. Et nous allons voir que les marquis de Millars étaient devenus des industriels de la meunerie au XVIIe siècle. Je vous rappelle qu'ils résidaient surtout à Paris, où ils profitaient des revenus de ce marquisat. Alors là aussi, vous avez retrouvé des documents qui vous ont permis d'en retrouver des traces. Quels documents? Alors, quelques informations sur la gestion de ce marquisat existent à travers les livres de comptes du régisseur M. Villedieu. Ce marquisat tira ses revenus de nombreux moulins situés sur le Tarn, sur l'Aveyron, le Céraud et le Lot. Une famille du village, la famille Moulinier de Saulieu, avait même une entreprise réputée dans l'Albigeois pour son savoir-faire dans la construction et l'entretien des chaussées. Alors, il y avait de nombreux moulins. Quels sont ces moulins qui sont dans l'inventaire des biens du seigneur de Millars? En 1685, un inventaire des biens du seigneur de Millars comprend 2 moulins à papier et à Foulon sur le Céraud, les moulins à blé de Rataillérins, Saulieu, Montrosier sur l'Aveyron et un moulin à blé à Arnac sur la Seille. Alors, si vous voulez bien, on va commencer donc par les moulins de Millars sur le Céraud, le moulin de la Garenne
Par qui a-t-il été construit? Alors ce moulin est récent. Il a été construit par Jean Tesser vers 1800 sur un terrain cédé par la famille Laville-Bosque sous condition que ce moulin soit tablé. Ce moulin construit après la Révolution n'a pas appartenu au marquis de Millard. Alors, il n'a pas appartenu au marquis de Millard, mais jusqu'à quand a-t-il fonctionné? Alors, ce moulin a été équipé de 4 meules pour la farine et a fonctionné jusqu'en 1960 comme scierie. En 1922, les propriétaires sont Madame Veuve Andrieux et fils. Ce moulin a une hauteur de chute de 1,70 m pour une puissance brute de 27 kg. Le dernier meunier fut Gaston Andrieux et c'est un de ses descendants qui l'occupe aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier alors, en plus d'être un moulin à blé? Bien, ce moulin produisit de l'électricité pour le village de 1910 à 1930 grâce à un alternateur entraîné par une turbine installée au pied de la chaussée. Et lorsqu'une baisse de tension était observée dans l'ampoule d'éclairage, les usagers l'expliquaient par le passage d'une feuille. C'est-à-dire une feuille qui passait dans l'eau et qui grippait le système. Exactement. Alors, autre moulin sur la commune, le moulin de la Terrisse. Lui, de quelle époque datait-il et à qui a-t-il appartenu? Alors, ce moulin se trouve au cœur du village. Son origine remonte à Charles de Casillac, qui était 1593-1633, et ce moulin quitta la propriété des châtelains vers 1800. Le moulin de la Terrisse fait partie des biens nobles en 1705 et le seigneur marquis de Millard en jouit dans la seigneurie du dit lieu de Millard. Quelle était sa particularité à ce moulin? Et toujours pareil, quand a-t-il cessé de fonctionner puisqu'il n'existe plus aujourd'hui? Alors ce moulin disposait de 2 meules et a produit de la farine jusqu'en 1950. Il y avait aussi une activité annexe qui était liée au charronnage. Et le dernier meunier fut Célestin Molinier, et c'est une de ses descendantes qui l'occupe aujourd'hui. Alors, autre moulin, le moulin d'Ossebès, qui est appelé aussi le moulin de Rivière. Qu'est-ce que vous savez de ce moulin? Ce moulin disposait de 2 meules. Un incendie détruisit entièrement la maison d'habitation et le rez-de-chaussée du moulin en 1920. Le dernier meunier fut Joseph Lasserre, dont le père Célestin était un sacré conteur et qui savait attirer les enfants très curieux de l'entendre raconter ses histoires. Célestin est mort en 1906 après une crue terrible du Céraud. La chaussée existe toujours, mais le moulin n'a jamais été reconstruit. Alors donc sur l'Aveyron, maintenant, il y avait aussi d'autres moulins qui existaient. À qui ont-ils appartenu? Alors sur l'Aveyron, la plupart des moulins furent propriété des marquis de Millard, les Casillac-Lessac. Alors, premier moulin, moulin de Rataïrens, j'espère que je prononce bien. Rataïrens, oui. Oui. Alors, vous dites que c'était un bien noble. Pourquoi? Alors, ce moulin est situé aujourd'hui sur la commune d'Uriol, à côté de Millard. Ce moulin à blé était de 3 meules et a eu différents propriétaires dans la première moitié du XVIIe siècle. En 1642, le seigneur de Millard en fait l'acquisition et François II de Casillac le fait équiper de martinets et de nouvelles meules. En 1685, ce moulin est inscrit dans un inventaire des biens du château. Ce moulin est un bien noble en 1705. L'hiver 1765-1766 ayant été très froid, la chaussée avait alors éclaté. Et qu'est-il devenu donc après la Révolution? Le moulin de Rataïrens, qui appartenait donc au seigneur de Millard, les Raies de Saint-Géry, ne fut pas vendu comme bien national. En l'an 2, l'administration du district de Gaillac l'afferma à 3 habitants de Gaillac pour 1 an. Les héritiers directs non émigrés de la famille de Saint-Géry récupérèrent le moulin pour leur part et Jean-Jacques de Raies de Saint-Géry le vendit en 1829. En 1922, le propriétaire est M. Ferdinand Mercadier et est aujourd'hui une résidence privée. Il avait une hauteur de chute de 2 mètres et une puissance de 44 kg.
Alors nous restons toujours sur l'Aveyron et le moulin de Saulieu, lui, avait deux usages. Lesquels? Alors sur la commune de Millard, ce moulin était une papeterie. Il était mentionné en 1599 comme bladier et banal. Il appartenait au seigneur de Millard. Par un acte de 1690, il fut affermé avec celui de Rataille-Reims à Pierre Audouy, meunier à Rataille-Reims. Ce moulin était aussi à papier dès 1630, où l'on possède un acte d'apprentissage de 1659 par lequel François Durand de Lavoyère met son fils Claude en apprentissage chez Aubin de Bord, maître papetier à Saulieu. Alors c'était donc lui aussi un bien noble qui faisait partie de la part des seigneurs de Millard et l'objet de baux d'affaires spéciaux. Lesquels? En 1685, ce moulin est inscrit dans un inventaire des biens du château. Ce moulin faisait, de la part des seigneurs de Millard, l'objet de baux d'affaires spéciaux. Un acte relatif aux réparations faites en 1688 nous l'atteste. En 1767, ce moulin était identifié pour le blé et le papier et était un bien noble, vacant, c'est-à-dire ruiné, lors d'un inventaire. Alors, il a été démoli, donc à quelle époque et pour quelle raison? On a une réponse par un courrier du 29 mai 1785 de M. Devesse de Saulieu, qui propose d'acheter une maison qui servait de logement aux meuniers. M. Deré de Saint-Géry répond qu'il souhaitait réaménager la chaussée et le moulin de Saulieu au cas où celui de Rataille-Reims vint à manquer. M. Devesse argumente « J'ai l'honneur de vous observer que la chaussée et le moulin de Rataille-Reims sont très solides et que la chaussée de cet ancien moulin de Saulieu est à présent détruite en entier par les inondations et même en grande partie les murs du moulin qui étaient avancés dans la rivière d'Aveyron. » Donc cette chaussée a été démolie à quel moment? La chaussée fut démolie vers 1865 pour augmenter le volume d'eau du moulin de l'Exos, en contrebas, suite au rehaussement de sa chaussée. Le moulin fut totalement démoli vers 1970 pour la construction d'une maison neuve. Alors avant d'évoquer d'autres moulins, nous allons faire une petite pause musicale. Pause. Vous êtes sur les ondes de Radio Albiges et dans cette émission Une vie au pays, Jean-Paul Marion, mon invité, évoque pour nous les activités viticoles et meunières de la région de Millars dans le passé. Alors Jean-Paul Marion, vous avez déjà évoqué plusieurs moulins sur le Cérou, sur l'Aveyron et nous avons encore d'autres moulins qui étaient sur l'Aveyron. Le moulin de Montrosier, quelle est son histoire ? Vers 1580, François Ier de Casillac-Tessac achètera à la famille de Lautrec, seigneur de Puigmignon, leur bien dont le moulin est droit sur Montrosier. Montrosier qui est situé donc en aval de Millard, sur l'Aveyron. François II de Casillac améliora le moulin à 3 tournants en forme de tour avec étage et pigeonnier. En 1685, ce moulin est inscrit dans un inventaire des biens du château de Millard. Ce moulin à blé est un bien noble, lui aussi en 1705, et comprend aussi un foulon. Jean-Jacques de Ré de Saint-Géry vendra le moulin le 15 juin 1812. Mais ce moulin a existé jusqu'à quand? En 1922, le propriétaire est M. Césairac. Le moulin a une chute de 2 mètres pour une puissance de 44 kg. Ce moulin sera fermé le 10 mai 1924. Il est aujourd'hui une résidence privée. Alors, dernier moulin sur l'Aveyron, le moulin de Lisoul. Que sait-on de ce moulin? Peu d'informations sur ce moulin dont la chaussée était partagée par 2 meuniers sur chacune des rives. Ce moulin n'a pas appartenu au Casillac-Tessac. En 1857, il reçoit une autorisation d'exploitation par arrêté préfectoral. En 1922, le propriétaire est M. Mazinck. Sa hauteur de chute est de 2 mètres pour une puissance de 28 kW.
Ce moulin sera détruit par la crue de 1930 et ne sera pas reconstruit. Sur la rive gauche, donc sur la partie Millard, alors que sur la rive droite du côté Lexos, ce moulin a été reconverti en centrale hydroélectrique. Alors, nous quittons Millard et nous allons nous rapprocher du village d'Arnac sur la rivière la Seille. Il y a un moulin, il y avait un moulin, le moulin du pont d'Arnac. Que sait-on de ce moulin? Alors nous sommes effectivement là sur la Seille et c'est dans le village d'Arnac, en amont du confluent de la Seille avec l'Aveyron. C'est un très très vieux moulin puisqu'on est remonté en 1399 où une fondation pour une chapelle-nid tenue par les Cordeliers Arnac fait état de ce moulin qui est doté pour cette chapelle-nid comme moulin à froment. Juste une question, qu'est-ce qu'une chapelle-nid? C'était une chapelle à l'intérieur de l'église des Cordeliers et on avait l'habitude donc de doter le prêtre qui tenait cette chapelle de revenus. Donc la chapelle-nid est liée à ces fameuses chapelles que l'on trouve dans les églises qui ont été créées. Et dans les monastères aussi? C'est surtout dans les églises paroissiales ou dans les couvents. Enfin, c'est surtout dans les églises paroissiales. Alors donc ce moulin a un propriétaire, lequel? En 1402, on trouve Pierre de Lescure comme propriétaire de ce moulin. Vers 1524, c'est donc Charles de Casillac-Lessac qui achète la seigneurie de Lexos et une partie de celle d'Arnac, dont le moulin. Son fils François fit de ce moulin un moulin à papier comme celui de Saulieu. En 1685, ce moulin est inscrit dans un inventaire des biens du château de Millard. En 1766, ce moulin est à blé et à froment. En 1801, le moulin est vendu à Jean Toulze. C'est une résidence privée aujourd'hui. Alors, nous en arrivons à d'autres moulins qui existaient autour de Millard, dans le Gaillacois, lesquels, à quelle époque et quelle utilisation? Alors, les châtelains de Millard avaient aussi un moulin à papier à Gaillac, appelé de Barutel. Vers 1800, les Rés de Saint-Géry possèdent aussi deux moulins sur la Verre, à Noailles, un moulin à Rabastens, sur le Ladin, et un moulin à Loupiac, sur l'Avignonnais. Alors, en conclusion, puisque nous en arrivons à la fin de cette émission, Jean-Paul Marion, que peut-on dire de cette activité de Millard depuis le XVIIe siècle? Sous l'Ancien Régime, la communauté de Millard a vécu de l'agriculture et de la viticulture. L'activité céréalière était reliée par l'industrie meunière, mise en place par les marquis de Millard sur les rivières Aveyron, Céroux et Seille. Après la Révolution, ces activités agricoles ont été complétées par de l'élevage ovin et bovin. L'implantation d'une activité cimentière à Lexos au début du XXe siècle a attiré les habitants de tous les villages alentours. L'agriculture est devenue un complément de ressources pour les familles. Il y avait 50 exploitations agricoles déclarées en 1950, il n'y en a plus que 5 en 2010, et les moulins sont des résidences particulières. Aujourd'hui se développe une petite activité de service à la personne pour faire face à la demande des résidents. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Marion pour tout ce développement, c'était très intéressant, c'était une activité vraiment très importante dans cette région qui a disparu, hélas. Pas la région, hein, les activités. Les activités, oui, tout à fait. Nous allons remercier Maï aussi qui a réalisé la technique. Au revoir et peut-être à une autre fois sur les ondes de Radio Albigès. Merci de m'avoir écouté et au revoir et une prochaine fois peut-être. Merci, au revoir. Merci. Une vie au pays. Sabías mon país, a mim no fronteiro, de lugar se expandir, une folie poupée. Une vie au pays, une émission de Radio Albigès en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides, le lundi à 16h, le jeudi à 10h30 et le dimanche à 14h30.
Se trapo pescane dillo San dell'Asteiro, dillo caure rasi, dilla mar dell'Albiera.